Allô, allô, allô. Mais c'est bizarre, c'est la première fois que ça arrive. Ah, c'est bon. Allez, c'est bon. Bon, donc je reprends avant que mon teasing soit gâché. Donc, on retrouve cette espèce dans le Guinness Book Record avec deux titres, donc, qui sont détenus. Ah, bah c'est super. Ah là. Par contre, je peux plus. Ah, parce que je suis pas sur Diapo, je suis sur Zoom. Voilà. Ah, c'est bon. C'est bon. Donc, l'individu qui détient du coup ces deux titres, c'est Wisdom, donc une femelle albatros qui détient le record de longévité recensé, puisqu'elle a 74 ans en 2024, et elle détient également le record de bagages recensé, puisque c'est le premier oiseau à avoir été recensé au monde en 1956. Maintenant, on va parler un peu de comportement, évidemment. C'est une espèce qui atteint sa maturité sexuelle vers 5 à 6 ans. Avant cette maturité, les individus vont vivre en mer, donc ils vont passer de site de reproduction en site de nourrissage sans se poser. Et c'est à partir de 5 à 6 ans qu'ils vont migrer dans les sites de reproduction. Les mâles vont retourner dans leur colonie de naissance, tandis que les femelles vont aller dans d'autres colonies. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont choisir un partenaire. Et pour le choix de partenaire, quand ils étaient plus jeunes, ils ont appris la parade nuptiale réalisée par des adultes et le choix de partenaire va se faire via cette parade nuptiale-là. À savoir, donc, comme je vous ai dit, c'est un couple monogame avec un œuf. Le développement du poussin va être long, ce qui demande d'importants soins parentaux de la part des parents et donc une dépendance du poussin pour ses parents. Et il est important de savoir également que le dimorphisme sexuel chez cette espèce est quasi invisible. Donc là, on avait une belle vidéo, mais on ne l'aura pas. Donc c'était une parade nuptiale entre un mâle et une femelle albatros de naissance. C'est pour montrer la parade nuptiale et le fait qu'on ne les reconnaît, on ne peut pas les distinguer au niveau du sexe. Voilà. Donc désolé, on n'aurait pas. Et donc, je voulais également vous présenter deux personnages qui vont avoir une importance. Donc, tout d'abord, Brenda Zoll, qui est une biologiste de la faune sauvage au parc naturel et dans les parcs naturels et des refuges. Et elle travaille à l'US Fish and Wildlife Service, notamment sur les cas d'espèces exotiques envahissantes qui vont avoir un impact sur les espèces en danger. Et elle va travailler sur les albatros de l'exemple à partir de 2008. Une autre personne, c'est Lee Se-young, donc qui est, elle, une chercheuse en biologie de la conservation et une ornithologue. Elle est directrice exécutive de Pacific Rim Conservation, qui agit pour la préservation des espèces, et notamment des oiseaux marins du Pacifique. Et donc, elle va étudier les albatros de l'Aisan depuis 2003. Bon, maintenant qu'on a fait tous ces états, on va se demander où est le girl power. Eh ben, il arrive. Donc, je vais vous raconter l'histoire d'une population. Une population qui vient de l'île d'Oahu, donc précisément à Kaina Point. Donc, Kaina Point, c'est un lieu qui est protégé depuis les années 80 et de manière plus importante depuis 2011, puisqu'on a une clôture installée contre les prédateurs. Donc, c'est un lieu propice au développement des espèces sauvages et notamment du coup des albatros de l'Aisan. C'est un lieu, du coup, on va avoir une population dense d'albatros de l'Aisan. Et
Comme je vous l'ai dit, on a un retour des mâles dans les colonies de naissance. Donc, on va avoir une phylopatrie des mâles, tandis qu'on va avoir un arrivage de femelles de différentes colonies. Cet arrivage de femelles va induire un sexe ratio déséquilibré, donc plus de femelles que de mâles. J'ai également parlé du fait de la dépendance du poussin pour ses parents et des soins parentaux importants. Donc, on a un site de reproduction, donc l'île d'Oahu, un site de nourrissage au niveau de l'Alaska. Et en fait, alternativement, le mâle et la femelle vont aller chacun à leur tour au site de nourrissage pendant que l'autre parent va s'occuper du poussin. Et cela peut prendre plusieurs semaines. Donc, ça veut dire qu'il faut obligatoirement qu'il y ait un parent qui soit avec le poussin pour s'occuper de lui, sinon les chances de survie sont moindres. Donc, en 2008, Brenda Zone, elle étudie la population de Kayna Point et elle remarque chez les couples qu'on a des couvées supernormales, c'est-à-dire qu'on a des couvées où on a 2 œufs. Sauf que, comme je vous l'ai dit avant, normalement, on a un seul œuf par couple. Donc, elle s'est demandé d'où viennent et qu'est-ce que sont que ces couvées supernormales. À savoir que les couvées supernormales, elles sont documentées depuis 1919 à Hawaï. Donc, depuis un siècle. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises par rapport à ces couvées, notamment le fait que finalement, peut-être que les femelles ont l'énergie suffisante de produire un deuxième œuf, quand bien même l'énergie dépensée pour un seul œuf est déjà très importante. L'hypothèse que finalement, peut-être que les femelles qui font leur premier œuf n'ont pas assez d'expérience et donc se trompent et mettent leur œuf dans un autre lit. Voilà, bon entendeur. Mais il n'est jamais venu à l'idée de ces chercheurs de s'intéresser au sexe des 2 individus et de savoir si ça n'était pas la couvée supernormale n'était pas liée à ce sexe. Brenda Zone, elle sait que les couples vont réutiliser année après année les mêmes lits. Donc, année après année, les couvées supernormales vont se retrouver aux mêmes endroits. Elle s'est donc dit, normalement, les individus qui ont des couvées supernormales, c'est les mêmes. Donc, elle a réalisé un prélèvement de plumes pour faire un génotypage et voir le sexe des individus qui ont des couvées supernormales, pardon. Et en faisant ce génotypage-là, elle s'est rendue compte que les couples avec des couvées supernormales étaient en fait des couples de 2 femelles. Pardon. Ouais, je laisse un peu le suspense encore. Et elle s'est dit, avec ces résultats-là, c'est forcément une erreur. J'ai fait une erreur quelque part. Elle a donc réalisé à nouveau avec Lindsay Young ces expériences-là sur toute la population de Kayna Point, donc sur tous les couples, pour voir si c'était des couples mâles-mâles, des couples mâles-femelles ou des couples femelles-femelles. Elle l'a réalisé une première fois, elle l'a réalisé jusqu'à 4 fois, donc ça a demandé 1 an d'expérimentation avant de pouvoir attester que leurs résultats étaient assez robustes pour être acceptés. Et après ces longues recherches, elles ont pu déterminer que sur 125 couples à Kayna Point, on avait 39 couples qui étaient des femelles-femelles. Lindsay Young, d'ailleurs, dans le livre de Lucy Cook, parle de la plus grande proportion d'animaux homosexuels au monde, et moi j'ai utilisé le terme de homoparentalité après. Donc pourquoi est-ce qu'on aurait cette homoparentalité ? Comme je vous l'ai dit, on a un sexe ratio déséquilibré, plus de femelles que de mâles. Donc, sauf que comme on a besoin de 2 individus pour avoir une descendance, un seul individu ne peut pas avoir de descendance. S'il n'a pas de partenaire qu'il peut choisir, il ne pourra pas avoir un poussin tout seul. Du coup, les femelles, ce qu'elles ont décidé de faire, c'est de s'allier et de devenir coparentes entre elles pour pouvoir subvenir aux besoins de leur voisin. Et elles vont produire toutes les 2 un œuf, mais un des 2 œufs sera abandonné par les femelles. On se retrouve donc avec un succès reproducteur forcément de 50%, puisqu'une des 2 femelles n'aura pas de descendance, mais le succès reproducteur est tout de même supérieur
Ah, pas du tout. Un des défis majeurs que vont rencontrer ces couples, ça va être le fait que, comme je vous l'ai dit, les deux femelles vont pondre un œuf, sauf que en général, ça demande beaucoup d'énergie, donc les trois à la ponte, la femelle peut aller directement au site de nourrissage pendant que le mâle s'occupe de l'oisillon pour récupérer de l'énergie. Ça ne va pas être le cas ici, puisque les deux femelles, une des deux femelles va devoir rester et endurer encore un peu plus le manque d'énergie pour s'occuper de l'oisillon, tandis que l'autre va pouvoir récupérer de l'énergie. Et donc, on a un taux d'abandon qui va être supérieur à la normale. Par contre, une fois que les femelles ont réussi ce défi-là, on va avoir un taux d'envol des poussins qui va être égal au couple mâle-femelle. Et maintenant, si on revient à ce que je vous disais au tout début sur la sélection sexuelle, par rapport à la théorie, donc, comme on a un sexe ratio déséquilibré, on a plus de sélection par les mâles puisqu'ils ont plus de choix. De même, on devrait avoir, d'après la théorie de Darwin, de la compétition entre les femelles. Or, ce n'est pas le cas puisque nous avons même de la coopération et on parle de reproduction coopérative ou reproduction communautaire. On peut se demander également si les couples de femelles vont rester ensemble, parce que normalement on a monogamie et couple à vie. Alors souvent, des fois les femelles vont rester ensemble 1 à 2 ans, puis retourner vers un mâle. Mais on a des exemples comme par exemple Gretzky qui est une femelle qui est avec sa partenaire depuis 20 ans. Enfin, la population de Kaina Point est une population pionnière en tout point, puisqu'elle montre la flexibilité des rôles sexuels et à quel point les rôles sexuels dans la nature et dans le règne animal ne sont pas binaires comme on pense, et leur capacité d'adaptation aux changements sociaux et écologiques. Ce genre de phénomène est également présent chez d'autres espèces d'oiseaux, comme les goélands de Dubon, les goélands à bec cerclé ou encore la citerne de Dougal. Et enfin, ce phénomène de reproduction coopérative et d'homoparentalité est une introduction vers l'indépendance stricte des femelles, soit la parthénogenèse, qui est la reproduction des femelles par clonage. Cette parthénogenèse est présente chez des vertébrés, comme par exemple le gecko à demi-deuil, mais également chez de nombreux autres taxons, et notamment des invertébrés, comme c'est le cas de certaines fourmis champignonnistes ou de nos abeilles que nous connaissons. Enfin, par rapport à la population, donc finalement, ce phénomène-là est une réponse aux perturbations que la population a connues, notamment avec des impacts sur les populations, notamment sur les retards dans les éclosions par le changement climatique, ou encore avec les pollutions anthropiques, notamment plastiques, puisque parfois les adultes vont nourrir les poussins avec du plastique par faute de nourriture adéquate. Ou encore le tourisme, puisque ce sont des lieux très touristiques et très attrayants. Enfin, pour finir, on peut se demander si ce cas d'indépendance des femelles nous permet de rediscuter, nous permet de se demander si la parthénogenèse ne serait pas la solution à la reproduction dans des millions d'années, mais évidemment pas demain. Et donc, est-ce que la parthénogenèse est un cul-de-sac ou une solution évolutive? Mais pour ce faire, il faut qu'on rediscute et qu'on remodèle les théories qui sont aujourd'hui dépassées et qu'on accepte et qu'on se redirige vers les théories qui prennent plus en compte la diversité des espèces. Et c'est notamment, par exemple, le cas de la sélection sociale qui a été d'abord présentée par Mary Jane West Eberhard en 1979 et qui est également remodelé par Joanne Blue-Gordon en 2009. Et je crois que j'ai fini. Donc, merci pour votre attention. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Et mon mail, si jamais. Oui. J'avais gardé justement cette question en tête. Non, non, justement, c'est ça. C'est qu'en fait, ce cas, il permet une introduction vers d'autres phénomènes
plus strict, mais celui-ci n'est pas strict, c'est-à-dire qu'il y a reproduction avec un mâle. Donc en fait, c'est que de même, quand je vous... pardon, je passe la référence, si jamais vous avez envie de lire. C'est... pardon. Quand je vous disais que le largage de... Oh, c'est long, pardon. Voilà. L'erreur de largage, Fischer, dans ses recherches, disait que la polygamie n'existait pas chez ces espèces-là. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des mâles qui décidaient de ne pas s'accoupler pour la vie avec des femelles, qui décidaient de juste s'accoupler avec des femelles pour le plaisir, j'en sais rien trop, enfin voilà. Et en fait, c'est juste ces mâles-là qui vont s'accoupler avec des femelles. Les femelles vont aller solliciter ce genre de mâles-là avec lesquels ils ne vont pas rester plusieurs années, voire toute leur vie, et ensuite décider de s'allier avec une femelle coparente. Voilà. Donc, c'est pas de la parthénogenèse, mais c'est une introduction vers quelque chose de plus strict. Et bien évidemment, il y a encore un spectre entre les deux. Voilà. Je me demande s'il est suffisant de continuer après ce que tu as présenté, mais typiquement, est-ce qu'on a observé une augmentation du nombre de Non, justement, donc là, le bouquin, il est sorti en 2022. Lindsay Young et Brenda Zone, elles ont commencé en 2004, enfin, ça a commencé en 2004. Et donc, depuis 2004, on a vraiment il n'y a pas eu vraiment d'évolution ni dans le négatif ni dans le positif. On a toujours quasiment un tiers de couples homo par an, avec deux femelles qui restent, et ça reste toujours stagnant. On n'a pas d'augmentation du nombre de couples femelles-femelles, ni de diminution. Et il n'y a pas eu vraiment de recherche complémentaire par rapport à ça. Justement, j'ai essayé de chercher s'ils avaient continué les recherches et il y a très peu de choses à part 2 articles qu'elles ont réalisés à ce moment-là. Voilà. Je crois que c'est que sur cette population-là, mais je ne veux pas trop avancer parce que justement, j'ai pas trouvé grand-chose à l'échelle de l'espèce. Après, encore une fois, il y a 80% de la population qui est sur les îles d'Hawaï. Il y a vraiment une grande majorité de tous les individus de l'espèce qui sont dans ces milieux-là. La population de Canada, je ne me souviens plus exactement la proportion que ça représente à l'échelle de l'espèce, mais on a quand même une grande majorité de l'espèce qui se retrouve là. Après, très probablement que dans d'autres populations qui ne subissent pas les mêmes stress, on n'aura pas les mêmes réponses à ces stress-là. Non, j'ai rien vu. J'ai rien vu et je ne sais pas si elles ont été cherchées là-dessus. Potentiellement qu'elles ne se sont pas intéressées forcément à ça, mais potentiellement que juste elles n'en ont jamais observé. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais en tout cas, elles ont observé ces couples femelles-femelles, mais elles n'ont pas observé de couples mâles-mâles. En gros, il y avait une alternance entre les parents, les mâles allaient chercher à manger peut-être au Canada et les autres restaient, et l'inverse. Du coup, sur les couples homoparentaux, est-ce que les femelles partent en même temps quand c'est le tour des femelles? Non, justement, c'est ce que je disais dans le défi majeur, c'est qu'en fait, il va y avoir une alternance aussi, et donc il va y avoir une femelle qui va pouvoir aller se nourrir, les deux vont pondre, une des deux femelles va pouvoir aller se nourrir, tandis que l'autre devra s'occuper du poussin. Sauf que s'occuper du poussin pendant encore plusieurs semaines, ça veut dire au revoir à de la nourriture qui est nécessaire pour notre survie. Donc c'est pour ça qu'on a un taux d'abandon supérieur, c'est parce que il va y avoir en fait les deux femelles qui ont décidé de finalement aller se nourrir puisqu'elles en ont besoin pour leur survie pour elles-mêmes, mais certaines réussissent à passer ce cap-là, à rester pour la première au nid avec l'oiseau pour l'élever pendant les quelques semaines où l'autre est en train de se nourrir, et ensuite on a alternance, la première femelle revient
pour nourrir et s'occuper de l'oisillon, pendant que la deuxième peut enfin aller se nourrir. Voilà. Merci beaucoup. Donc déjà, merci pour cette conférence au Claire et à Claude. Donc je m'appelle Thomas Augier, je suis actuellement en deuxième année de master dans le master CH, du comportement animal et humain. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le travail que j'ai réalisé durant mon stage de M1, sous la direction de Nicolas Clézière à l'Université d'Aix-Marseille, avec lequel nous sommes partis accompagner les babouins à la recherche des origines du langage. Donc aujourd'hui, on va parler de linguistique. C'est un peu éloigné de l'écologie, mais j'espère que j'arriverai à le rendre un peu simple. Donc la linguistique, c'est l'étude du langage, c'est quelque chose qui est assez complexe. Ça va de l'étude des sons jusqu'à l'étude des contextes et la signification des contextes. Donc c'est quelque chose qui est super large. Pour autant, ni moi ni Nicolas sommes linguistes. Donc on s'est concentré sur une capacité qui est vraiment centrale à la linguistique. Et donc, on va parler de combinatorialité. La combinatorialité, vous allez voir, c'est très simple. C'est juste le fait de combiner un élément A à un élément B pour créer une structure plus complexe. C'est pas plus dur que ça. Et quand on l'applique au langage, c'est l'émetteur qui va créer un signal complexe qui va devoir faire preuve de combinatorialité. À l'inverse, le receveur, qui va recevoir ce signal, parfois, et j'insiste sur le parfois, il va devoir dissocier cette structure pour en extraire le sens. Donc on a dans un sens la combinatorialité, un élément A plus un élément B fait une structure C, et dans l'autre sens, la dissociation, une structure C qu'on vient de dissocier en élément A et en élément B, ou plus évidemment pour A. Donc on retrouve cette capacité à combiner et à dissocier chez l'humain. Par exemple, dans le cadre de la phonologie c'est quoi? C'est le fait de combiner des unités de langage qui n'ont pas de sens, donc par exemple ici angle ou i, qui n'ont pas de sens individuellement, pour créer une structure de langage qui, elle, a du sens. Donc ici, anguille. De manière assez générale chez l'humain, ça va être le fait de combiner des syllabes pour créer des mots, ou combiner des phonèmes pour créer des mots. On va aussi retrouver de la syntaxe. La syntaxe, c'est quoi? C'est le fait de combiner des unités de langage qui ont du sens pour créer des structures qui ont plus de sens. On a deux types de langage. Par exemple, on a la syntaxe compositionnelle. C'est le fait de combiner des unités de langage pour créer une phrase, et le sens de la phrase découle des unités qui la composent. Donc, quand Kylian dit le football a changé, il suffit de dissocier cette phrase, extraire le sens de chaque mot pour comprendre sa phrase. C'est la syntaxe compositionnelle. À l'inverse, parfois, il va y avoir la syntaxe non compositionnelle, et là, en fait, les unités de langage, la phrase, lorsqu'on la dissocie, on ne peut pas la comprendre en se basant uniquement sur les unités de langage. Donc, quand on dit poser un lapin, si on sépare la phrase en mots, on ne peut pas comprendre ce que veut dire poser un lapin. Donc, ça s'applique typiquement chez l'humain à toutes les expressions. On va aussi retrouver cette capacité, du coup, à combiner et à dissocier chez les animaux. Avec par exemple le Chestnut Crown Warbler, c'est un oiseau qui a des unités vocales A et B qui n'ont aucun sens lorsqu'elles sont émises seules. Par contre, elles peuvent être combinées en AB, donc c'est des cris émis en vol, ou en BAB, des cris émis lors d'une whistle. On est donc typiquement dans un cas de phonologie. Et on va retrouver aussi la syntaxe chez les animaux, par exemple avec le Cercopithèque Hocher, qui va émettre des unités, donc les pios. Les pios, ça signifie qu'il y a un léopard. Il va aussi y avoir des hacks. Les hacks, ça signifie qu'il y a un aigle. Par contre, ils peuvent parfois combiner les deux, faire des pio-hacks, donc combiner les deux d'affilée. Mais cette fois-ci, ça ne veut pas dire qu'il y a un aigle et qu'il y a un léopard. Ça veut initier un mouvement. Donc ici, si vous avez suivi, on est typiquement dans un cas de syntaxe non compositionnelle. La structure a un sens différent des unités qui la composent. Donc toute cette petite introduction pour appuyer le fait que le fait de combiner et de dissocier, c'est quelque chose qu'on retrouve assez couramment, que ce soit chez l'humain ou chez d'autres espèces, et donc c'est vraiment au centre du langage, et ce qui permet au langage d'avoir cette possibilité infinie de création. Pour autant, nous, on va s'intéresser à comprendre si ces capacités-là, combinatoires et dissociatives, elles sont spécifiques au langage, ou est-ce qu'elles sont bien plus générales? Est-ce qu'elles ont évolué uniquement pour le langage, ou est-ce qu'on les retrouve ailleurs? Donc, avec Nicolas Clézière, on a étudié la capacité à combiner et à dissocier dans la modalité visuelle. Donc, pour ça, on a travaillé avec des babouins guinéens.
Et ben, en Guinée, on est allé à la station de primatologie de Rousset, donc à côté d'Aix-en-Provence. Et dans cette station, on a des box. Oui, du coup, je disais qu'on avait travaillé avec des babouins guinéens à la station de primatologie de Rousset. Donc, cette station de primatologie, elle est à côté d'Aix-en-Provence et il dispose de box. Donc, je ne vais pas vous montrer avec le pointeur, mais c'est l'image en haut à droite. Dans ces box-là, les singes y rentrent quand ils le souhaitent, 24 heures sur 24, ils peuvent aussi le quitter quand ils le souhaitent. Et ils ont accès à des écrans tactiles. Donc, on peut voir sur l'image en bas à droite. C'est hyper pratique parce que du coup, les singes, ils ne sont pas stressés, on ne les oblige pas, donc on a des données qui sont de qualité et en assez grand nombre. Là, on va rentrer dans le vif du sujet avec la manip qu'on a fait, parce qu'on a utilisé des écrans tactiles avec les singes. Donc, il faut voir ça comme un jeu. Dans le jeu, il y a des règles toutes simples. On travaille par bloc d'essais. Donc ici, c'est des blocs de 64 essais. Un bloc, c'est 64 essais, et à la fin, on regarde le pourcentage de bonnes réponses. Si on a 80% de bonnes réponses sur une tâche, on passe du niveau 1 au niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 3, niveau 4, etc. Pour notre tâche, on utilise des stimuli, donc des stimuli visuels, des conditions visuelles. Donc on a des contours, donc par exemple les cœurs, drapeaux, etc. Et des remplissages, ça va être des hachures, des zébrures, des vagues, n'importe. Et on a fait des combinaisons de ces contours et de ces remplissages. Donc on a 64 combinaisons qui sont possibles, une fois 8. Donc maintenant, on va passer au niveau 1, puis au niveau 2, je vais vous expliquer tout ça, parce que les singes, on ne peut pas leur donner directement la tâche qu'on veut faire, parce qu'on ne peut pas leur expliquer les règles. Donc ils doivent apprendre tout seul les règles, étape par étape. L'étape numéro 1, elle est toute simple. On vient toucher la croix jaune, ça veut dire que l'essai commence, puis on va afficher durant 500 millisecondes soit un remplissage, soit un contour. Ici, je vais faire que des exemples avec les contours, parce que c'est plus simple. Donc, on touche, donc on voit durant 500 millisecondes un contour, ici le cœur, puis ensuite s'affiche 3 contours, un drapeau, un cœur et une sorte de rond carré. Ici, évidemment, il faut toucher celui que le singe a vu durant les 500 millisecondes. Ça, c'est assez simple, les singes, ils arrivent quasi directement dès le premier bloc. Ils passent à l'étape suivante, qui est un peu plus difficile. Encore une fois, on vient toucher la croix jaune, l'essai commence, on affiche soit un contour, soit un remplissage durant 500 millisecondes. Puis ensuite, on vient proposer 3 stimuli qui sont combinés. Donc, on a un qui reprend le contour précédemment affiché avec un remplissage, ou bien 2 autres contours avec un remplissage. Évidemment, il faut toucher celui qui reprend le contour précédemment affiché. Ça, c'est déjà un peu plus difficile. Les singes y arrivent encore. Ils passent donc à la 3e étape, qui est vraiment pour le coup le test qu'on veut leur faire faire. Donc cette fois-ci, on vient encore une fois avec la croix, ils touchent la croix, l'essai peut commencer. On affiche à côté un contour et un remplissage, puis on propose 3 cas de figure. Il y en a un qui va combiner le contour et le remplissage précédemment affichés. Il y en a un qui va utiliser le contour précédemment affiché et un autre remplissage, et un qui va utiliser le remplissage précédemment affiché et un autre contour. Évidemment, il faut toucher celui qui combine les deux. Donc on est dans le cas de la combinatorialité, un élément A plus un élément B fait une structure C plus complète. Donc ça, c'est le côté combinatorialité. Je vous ai parlé de l'autre sens, donc c'est la tâche de dissociation, c'est globalement l'inverse. Donc cette fois-ci, le niveau 1 et les règles restent les mêmes, mais les niveaux 2 et 3 changent. Donc cette fois-ci, plutôt que de faire élément A plus élément B, on touche celui qui combine les deux. On vient d'abord montrer une combinaison, la structure C, et ensuite, on doit toucher séparément le contour et le remplissage. Donc, pour le niveau 2, on propose 2 choix à chaque fois. Pour le niveau 3, on en propose 3. Donc là, il est censé avoir une vidéo. Donc pareil, je ne peux pas vous la montrer. Mais c'est le bras ici qu'on voit avec les tactiles. On était dans le cadre du 3e niveau pour la dissociation. Donc, certains vont me dire, ok, mais est-ce qu'ils n'apprennent pas juste par cœur toutes les combinaisons possibles? Ils ne réfléchissent pas juste, ils apprennent par cœur. Il y en a qui vont penser que c'est peut-être un peu compliqué. En final, non, ils ont raison. C'est tout à fait possible. Fago et Cook, ils ont montré que les babouins guinés étaient capables de retenir énormément de combinaisons, énormément de stimuli, et sur de longues périodes de temps. Donc pour ça, on fait un test de généralisation. Un test de généralisation, c'est super simple. C'est essayer notre test avec de nouveaux stimuli. Donc si les singes ils ont appris par cœur et qu'on leur montre de nouveaux stimuli, ils ne vont pas savoir répondre. Donc ils vont répondre aléatoirement. Par contre, s'ils ont compris la logique derrière et qu'on leur montre de nouveaux stimuli, ils vont savoir répondre et on va avoir un taux de bonne réponse qui va être supérieur à celui qu'on obtient par la chance. Donc on arrive à ces résultats et au test de généralisation que nous on a fait. Donc on a travaillé avec 32 nouveaux stimuli
Et on va regarder uniquement les résultats qui sont en triangle. Donc, c'est le taux de bonne réponse qu'on a sur les 32, sur la première fois qu'ils voient ces 32 nouveaux stimuli. Vous avez la ligne la plus haute à chaque fois, déjà une box par individu. Les lignes noires, il faut regarder celle qui est en haut, donc ça correspond à 33% de chance, donc s'ils répondent au hasard. Et vous avez en ordonnée le score moyen, donc leur pourcentage de bonnes réponses sur un bloc. Nous, on va se focaliser aujourd'hui uniquement sur les triangles. Vous avez en rouge les résultats au test de généralisation dans la tâche de combinatorialité et en bleu dans la tâche de dissociation. Donc maintenant que cette figure est un peu expliquée, on va pouvoir voir les résultats. Donc on a fait des tests binomiaux avec des corrélations, rien de très compliqué. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on a 5 individus qui répondent avec un taux de bonne réponse significativement supérieur à celui obtenu par la chance dans le cadre de la combinatorialité et 3 individus dans le cadre de la dissociation. Donc, déjà, un résultat en soi qui est ici, mais qu'on ne voit pas forcément, c'est que ce sont les 7 mêmes singes qui ont réussi à passer le test en combinatorialité et en dissociation, ce qui n'était pas évident, et pourtant, c'est le cas, donc ça veut dire que ces 7 singes-là, ils ont vraiment compris cette logique, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Ensuite, on peut voir qu'on a de meilleurs résultats en combinatorialité, puisqu'on a 5 individus qui ont réussi contre 3 en dissociation. Donc, ça vient sûrement du fait que cette tâche elle est bien plus simple, parce qu'elle fait intervenir moins de mémoire et des stimuli qui sont un peu moins complexes, moins en nombre. Excusez-moi. Ensuite, il y a un fort effet d'âge, puisque les singes qu'on peut voir ici, ce sont des singes qui sont d'âge moyen. Ce sont ni des très jeunes, ni des vieux, et globalement, ça correspond à l'optimum des performances cognitives qu'on retrouve chez les babouins. Donc ça vient soutenir le fait que ce qu'on leur a demandé, l'air de rien, ça demande quand même de grands efforts cognitifs, parce que ceux qui ne sont pas dans leur optimum des performances cognitives, ils ont bien plus de mal. Et enfin, ça vient en accord avec notre hypothèse qu'on avait posée au début, parce que les babouins de Guinée, on retrouve dans leur répertoire vocal des cris combinés. Et donc, on peut s'attendre à ce que si cette capacité à combiner et à dissocier, elle provient d'autre chose que le langage, donc potentiellement la modalité visuelle, on pourrait s'attendre à ce qu'il y arrive. Et ici, j'espère vous avoir convaincu que on a une capacité chez les babouins de Guinée à utiliser une logique combinatoire en modalité visuelle et utiliser une logique dissociative dans cette même modalité visuelle. Et ce qu'il faudra retenir de cette présentation, c'est que nos résultats viennent appuyer une hypothèse qui est dans la science, qu'on appelle, qu'on appelle l'hypothèse de réutilisation, qui dit que le langage résulte de la réutilisation de composantes héritées. Et donc, globalement, ces capacités centrales du langage, elles n'ont pas évolué, du moins d'après nos résultats, c'est un support de cette hypothèse-là, elles n'ont pas évolué spécifiquement pour le langage, mais qu'elles proviennent peut-être d'autres modalités et qu'elles ont été ensuite réutilisées et spécifiées dans le cadre du langage. Donc voilà, merci pour la présentation, merci pour votre attention et merci forcément à l'équipe de Rousset, d'Aix-en-Provence et Master CH. Voilà. Essayons qu'il y ait des questions. Je sais que c'est peut-être moins accès écologique, donc c'est pas forcément le plus. Ouais. Là, j'ai une question pour le titre, à la recherche des origines du langage. Ouais. Alors, je ne suis peut-être pas bien scientifique, alors il y a sûrement eu beaucoup de trucs qui disent qu'il y a du langage, même si là, pour moi, c'est plus de la perception et un peu de l'intuition. Est-ce que vous avez observé qu'ils avaient une capacité à apprendre aux autres, là, tu cliques là, etc. Est-ce qu'il y a des transmissions pour voir ça un peu plus à ce que vous appellerez du langage? Alors, dans le cas de cette expérience-là, entre les écrans tactiles, dans les box, il y a des séparations. Donc, ils ne peuvent pas ils peuvent pas apprendre à d'autres singes. Mais il y a des expériences qui ont été faites à la station de primatologie de Rousset, où justement, on mettait des séparations transparentes. Et du coup, ils se voyaient. Et la tâche, ce n'était pas une tâche sur le langage, c'était une tâche sur la coopération et l'altruisme. Et du coup, ils ont pu montrer que si on avait un singe à côté et qu'on voyait son résultat et qu'on voyait qu'il ne répondait pas en notre faveur, on avait tendance soit à partir pour changer de partenaire ou juste à partir et pas revenir. Et à force, il y allait avoir du coup des choix de partenaires, des singes qui allaient être hésités, des singes qui allaient être préférés. Donc, on retrouve cette capacité un peu à apprendre, mais pas dans ce style de tâche. Ici, le langage, on a plutôt étudié une modalité autre que
que acoustique pour étudier le langage. On n'est pas vraiment dans le cadre de la linguistique, on est un peu à côté, on est sur un mix dedans de la perception visuelle et du langage. Ah, j'ai. Pas tant que ça. Il y a une étude qui montre, mais c'est vraiment une étude exhaustive du répertoire vocal. Si c'est là, une étude sortie en 2017 sur le répertoire vocal des Babouins-Guinéens qui montre qu'il y a la présence de clés combinées, mais ils ne sont pas allés bien plus loin. Et l'étude de la combinatorialité, c'est pas, enfin chez Babouins-Guinéens, ça n'a pas été tant. Il y a quelques manips, mais ouais, il n'y en a pas tant que ça au final. Ouais. Oui, tout à fait. Ils sont récompensés quand ils ont bon. Donc en fait, quand ils touchent et qu'ils ont la bonne réponse, ils ont un écran vert qui signifie qu'ils ont la bonne réponse. Et non, je me suis changé de truc. Quand ils touchent, ils ont la bonne réponse, ils ont des grains de blé qui tombent, donc c'est des blés tout simplement. Et quand ils ont faux, ils ont un écran vert qui s'affiche. Donc ils sont récompensés, sauf durant les tests. Mais durant les tests, on ne récompense jamais pour ne pas influencer sur les résultats. Merci beaucoup pour votre attention. Bonsoir. Alors, du coup, ce soir, c'est bon, vous m'écoutez? Okay. Du coup, ce soir, je vais vous parler du comportement des animaux dans le cinéma d'horreur. Donc, déjà, qui dit cinéma d'horreur dit film d'horreur. Et des fois, il y a des gens qui n'aiment pas trop ça et qui ont un peu peur. Mais sur mon diapo, j'ai mis aucune image qui fait peur. Et s'il y a des images qui peuvent potentiellement faire peur, j'ai mis un petit filtre rose et des paillettes. Donc, normalement, c'est accessible pour tout le monde. Il n'y aura pas de souci. Ok. Donc, dans le cinéma d'horreur, on peut classer les animaux en 3 grandes catégories. On va avoir les animaux tueurs, les animaux personnages et les animaux victimes. La catégorie qui est la plus représentée, c'est celle des animaux tueurs. Donc, les animaux tueurs, c'est les animaux qui vont tuer, comme le nom l'indique. Et ce qui est intéressant dans cette catégorie, c'est que leur comportement va être modifié. Donc, il n'y a pas que le comportement qui va être modifié, il y a aussi l'anatomie, la morphologie, etc. Et ces modifications sont là pour illustrer notre imaginaire de la peur. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, si vous baladez sur une plage et que vous tombez sur une libellule et que vous ne savez pas du tout ce que c'est, votre premier instinct, ça va être d'essayer de l'analyser pour voir si ça peut être dangereux pour vous. Donc les premiers éléments qui vont sauter au visage, c'est par exemple qu'il y a une longue queue, qu'il y a une espèce de grosse carapace par-dessus, il y a des épines, etc. Vous allez vous imaginer un peu ce qu'il y a en dessous de la carapace, vous imaginez forcément les pires trucs parce que c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Si vous la retournez, vous voyez qu'il y a des pattes, etc. Donc ça, c'est des choses qui généralement vont mettre assez mal à l'aise. Et donc tout ça, c'est ce qu'on appelle l'imaginaire de la peur. Et les films d'horreur vont se servir de cet imaginaire pour, par exemple, ouais, voilà, normalement, ça fait ma peur. Donc le cinéma d'horreur va se servir de ces éléments-là pour créer par exemple des monstres. Donc comme dans Alien, on a un extraterrestre qui a un facehugger, cet animal est inspiré des mules. On a gardé seulement les pattes et la queue qui sont les éléments les plus saillants qui peuvent mettre mal à l'aise. Et le comportement de ce facehugger n'a absolument rien à voir avec le comportement d'une libellule dans la vraie vie. Une libellule, vraiment, ça avance pas très vite, ça ne met pas de dents dans la bouche, ça ne peut rien faire. Là, on est sur un animal qui court très très vite, qui saute partout et surtout qui est parfaitement adapté pour prédater, en tout cas parasiter ici, l'humain, comme on peut le voir sur cette magnifique photo. En fait, la façon dont les comportements et la morphologie va être modifiée dans les films d'horreur, elle est très anthropocentrée, parce qu'on fait les choses pour que ça fasse peur aux humains. Ça peut porter préjudice aux animaux. Bon, il y a le cas très connu des dents de la mer où ça a provoqué il y a plein de choses qui ont peur de refaire après, quoi. Et il y a
il y a une augmentation de la chasse des requins après ce film-là. Et pourtant, il y a des films d'horreur qui arrivent à trouver un bon équilibre entre une représentation quand même qui fait peur des animaux, parce que on va avoir un film d'horreur, on va avoir peur, et qui arrive quand même à avoir un équilibre avec des comportements qui sont plutôt réalistes, entre guillemets. Donc, par exemple, dans Vermine, qui est un film avec des araignées, donc en gros, le pitch, c'est qu'on est dans un immeuble et qu'il y a une invasion d'araignées. Donc, dans le film, de ce que j'ai compris des indices qu'on a, ce sont des araignées violoniste, mais j'ai écouté des interviews du réalisateur qui dit que c'est beaucoup inspiré des dégénères domestiques. Donc, en gros, si vous avez une araignée un peu grosse chez vous, il y a de fortes chances que ce soit une dégénère domestique. Et donc, dans le film, on voit que cette araignée qui a été créée pour le film, elle a des comportements qui vont être un peu entre les deux. Il y a certains comportements qui sont réalistes. Donc, par exemple, elle ne va pas trop aimer les froids, elle va plutôt éviter les humains. Et il y a d'autres comportements qui sont moins réalistes. Donc, par exemple, on voit qu'elle va porter les bébés sur son dos, ce qui n'est pas du tout un comportement que ces deux araignées font. Les toiles aussi, toutes les 5 minutes, elles changent de forme de toile d'araignée, ce qui n'est pas non plus réaliste pour les araignées. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que on a une morale plutôt positive à la fin. Où en fait, on voit que déjà les araignées vont tuer uniquement si elles sont agressées dans ce film. Elles vont juste être là pour se défendre. Voilà, elles ne vont pas chercher à tuer spontanément. Et à la fin du film, on a une super scène où on a le protagoniste qui est dans une voiture et en face, il y a une araignée qui fait la taille d'une Twingo, littéralement. Et en fait, le protagoniste se rend compte que l'araignée n'est pas là pour lui faire du mal, elle a juste peur. Du coup, il descend, il part de sa voiture et l'araignée part et va faire sa vie. C'est une morale plutôt positive par rapport à d'autres films d'horreur qui vont vraiment diaboliser les animaux qu'on connaît mal. On peut donc enchaîner sur la deuxième catégorie d'animaux, qui sont les animaux personnages. Donc, ce que je définis comme animaux personnages, ce sont les animaux qui vont avoir un prénom, qui vont être filmés comme des humains et qui vont réellement participer à l'histoire. Par exemple, dans Alien, on a Dionysie, donc, qui est un petit chat trop mignon, et qui va assister à une scène où il y a l'alien qui va attaquer quelqu'un, et il va réellement être filmé comme un humain. On va filmer sa réaction, et il va d'ailleurs avoir des réactions plutôt d'humains, où il va essayer de prévenir les autres qu'il y a un alien, etc., ce qui va pas forcément être le cas d'un chat. Je pense qu'un chat face à un alien, il court vraiment. Pas ici. Il y a Frodo dans Sans un bruit, il y a Maggie dans Vermine, qui pareil essaie de prévenir tout le monde qu'il y a un danger, etc. Il y a Sam dans Je suis une légende, enfin voilà, il y a plein d'exemples d'animaux qui, ici pour le coup, ont des comportements relativement réalistes, mais qui vont être avec des traits d'humains, en fait, pour vraiment donner ce côté personnage, on a envie de les aimer et ils font un peu comme les humains. Ensuite, on a la catégorie des animaux victimes. Donc, il y a beaucoup d'animaux personnages qui meurent aussi dans les films d'horreur, mais là, les animaux victimes, je considère qu'ils meurent, mais en plus, ils servent uniquement à la caractérisation du personnage humain. Donc, par exemple, dans Massacre à la tronçonneuse, il y a tout le film qui se construit sur un parallèle entre les abattoirs et le tueur qu'on va suivre. Donc, notamment ici, ce ne sont pas les animaux qui vont avoir des traits d'humains, ce sont les humains qui vont se comporter un peu comme des animaux. Et en fait, toute la façon dont ils sont tués, c'est pour mimer justement les étapes dans un abattoir. Et donc, il y a vraiment des étapes comme l'humain va avancer dans un couloir, il va arriver une porte, il va attendre un peu, il va être emmené dans une autre salle, il va mener un crochet, etc. Il y a le truc de assolement aussi avant. Enfin voilà, on respecte vraiment les étapes comme dans un abattoir. Sauf que ici, du coup, c'est l'humain qui va jouer l'animal, entre guillemets. Et en fait, par exemple, dans Massacre à la tronçonneuse, donc le méchant, c'est un boucher. Et il a des comportements violents vers les animaux, c'est un gros viandard, on voit chez lui, vraiment, il y a de la viande qui traîne partout. Et en fait, quelque part, c'est pour représenter une instabilité psychologique. Ça, c'est. Waouh, c'est pas le bon sens, ça. Ça, c'est ce qu'on voit aussi dans Pearl. Dans Pearl, on a vraiment le cliché de on arrive, on a un personnage qui est tout mignon, donc c'est juste une jeune fille qui vit dans la ferme, etc., un peu naïve. Et d'un coup, bam, on a cette rupture où elle va tuer Loi pour montrer en fait que c'est un personnage qui a une instabilité psychologique et aussi pour faire du foreshadowing pour dire que il n'y a pas que des animaux qui vont mourir dans ce film. Voilà. Si on reprend les catégories que j'ai montrées au début, on voit qu'en fait, ces catégories-là peuvent être transformées en ces catégories-là.
La majorité des animaux tueurs, ça va être des animaux sauvages. La majorité des animaux personnages, ça va être des animaux domestiques. Et la majorité des animaux victimes vont être des animaux de rente. Et en fait, ça va plutôt bien représenter la place qu'on donne à ces animaux dans notre société, en tout cas société occidentale. Par exemple, au niveau des animaux sauvages, donc là, c'est une liste non exhaustive de films d'horreur plus ou moins connus avec des animaux sauvages dedans. En soi, ce qui fait peur dans ces films, c'est pas tant l'animal en soi, ça va être le fait que c'est un animal qui est libre, qui n'est pas sous la domination de l'homme, en tout cas qui n'est pas sous son contrôle. Et c'est ce manque de contrôle en fait qu'on va exploiter dans les films d'horreur et qu'on va essayer de mettre en avant. Et c'est ça qui fait peur. Par exemple, dans les oiseaux, il y a donc les oiseaux qui attaquent les humains. Mais à la fin du film, il y a des personnages qui arrivent à s'échapper de l'île parce qu'ils sont sous les attaques de corbeaux, goélands, etc. Mais avant de partir, il y a la petite fille qui tient absolument à récupérer ces oiseaux domestiques, donc qui sont des petits indésirables qu'elle a en cage. Et donc là, il n'y a absolument aucune logique pour les personnages de se dire que ces animaux-là ne représentent pas un danger, alors que absolument tous les autres animaux dans la ville représentent un danger. La seule différence qu'il y a entre ces oiseaux, c'est qu'il y en a un qui est en cage, et qui est domestique et qui appartient à la famille, et les autres qui sont dehors et qui sont libres. Et du coup, ça illustre bien ce qu'on appelle une schizophrénie morale, et c'est ce manque de contrôle donc, qui va faire peur. Pour les animaux personnages, plutôt, donc on voit que typiquement, ça va être des animaux domestiques qui, ici, sont bien sous le contrôle de l'homme, ils ne font pas peur et on se dit qu'ils vont rester, qu'ils vont nous défendre, etc., qui vont être avec nous. Et donc les animaux victimes qui sont régulièrement utilisés dans les films. Dans Massacre à la tronçonneuse, les animaux victimes sont là pour montrer l'instabilité psychologique de l'antagoniste, mais ils sont aussi là pour vraiment faire un constat de comment les animaux sont traités, puisque le réalisateur du film est végétarien, et il voulait vraiment montrer en fait à quel point le traitement des animaux dans les abattoirs peut être violent et dans les bacs de manière générale. Et je vais arrêter de tomber l'ambiance et je vais m'arrêter là. Merci pour votre attention. Des visions comme ça des animaux sauvages. Est-ce que ce serait par un dérivé précis un peu? Oui, totalement. Oui, on voit totalement en fait les animaux qui ont le plus d'importance dans ces films, donc souvent les animaux personnages à qui on attribue vraiment un rôle. Quoi. Enfin, je ne pense pas qu'on aura un animal personnage vache, ce genre de choses. Enfin, vraiment, on voit clairement qu'il y a une hiérarchie qui est faite à ce niveau-là et qu'on va accorder beaucoup plus d'importance aux chiens, aux chats, aux animaux typiquement domestiques, un peu comme on fait les films. Clairement, oui, c'est difficile. Ouais. Et ben du coup, oui et non. Par exemple, Vermine, qui est un film dernier, il est sorti assez récemment, en 2023, et j'étais assez étonnée justement de voir que, en fait, le protagoniste dans le film, il adore les araignées. Il lui donne, il fait un petit prénom et tout à l'araignée qui ramène le bâton dans l'immeuble. Et on voit quand même que l'animal, il n'a pas que des comportements qui sont tournés vers l'homme, il a lui-même un répertoire comportemental qui est beaucoup plus riche. Enfin, comme j'ai dit, on voit un peu qu'il y a des comportements parentaux, on voit qu'il y a des chasses en groupe, etc. Il y a des comportements sociaux. Donc il y a quand même une plus grande diversité de comportements qui est représentée à l'écran, autre que juste on est là pour tuer les humains, ce qui je pense est plus bénéfice pour les animaux. Donc il y a une petite évolution, mais c'est vrai que ça reste anecdotique. Oui. Je pense que justement, c'est hyper intéressant les films de monstres à proprement parler, qui ne s'intéressent pas à des animaux qui existent. Parce qu'en fait, les films de monstres, ça représente l'inconnu et ça représente ce qu'on n'arrive pas à comprendre, ce qu'on n'arrive pas à maîtriser. En fait, je pense que c'est juste, on fait un film de monstres un peu pour surprendre et pour montrer que c'est des monstres cool. Mais ils sont toujours traités comme des animaux sauvages, en fait. Et donc, je trouve que, oui, de la même façon,
dans ces films, on va très rarement se poser la question de se mettre à la place de ces animaux-là. On dit juste, ils sont sauvages, on s'en fout, on ne cherche pas à les comprendre, juste ils nous font peur et puis on va se battre contre eux. Et aussi dans la liste des films d'horreur que j'ai mis avec des animaux tueurs, il y avait un film avec un chien tueur, sauf que le chien devient tueur parce qu'il se fait mordre par une chauve-souris. Donc même quand c'est un animal domestique qui est tueur, c'est à cause des animaux sauvages. Moi, j'ai deux questions. Déjà, pour les animaux victimes, est-ce qu'on voit vraiment leur comportement ou est-ce que c'est vraiment classique par exemple? Et aussi, autre question, est-ce qu'il y a une différence de nombre entre les différentes catégories d'animaux? Par exemple, est-ce que les animaux tueurs sont toujours en muet, en peau, etc. et les animaux personnels sont toujours seuls? Ouais. Je peux répéter ta première question, j'ai déjà oublié. Est-ce qu'on voit vraiment leur comportement à l'écran ou est-ce que c'est vraiment classique? Il y a beaucoup de morts qui sont très esthétiques. Donc, globalement, au début des films, on va avoir, vraiment le truc classique, il y a une voiture qui roule, on va écraser une biche ou un fan ou peut-être un lapin, un truc comme ça et tout, qui sont des morts esthétiques juste pour représenter qu'il va y avoir une fracture, et puis il y a la mort de l'innocence, etc. Enfin, voilà. Donc, oui, et puis souvent, quand tu vas dans. Enfin, toi, personnellement, j'imagine que non, mais quand les personnages vont dans des maisons de tueurs en série, ce genre de choses, il y a toujours des cadavres qui traînent dans un coin, et il y a de la viande, des choses là, donc il y a des morts passives, omniprésentes, parce que la viande animale fait des parallèles flagrants avec les cadavres humains, quoi. Et ta deuxième question, c'était le nombre. Le nombre oui, il y a beaucoup plus d'animaux tueurs de manière générale. Attends, c'est bon. Ouais. Au niveau des films, il y a énormément de films avec des animaux tueurs. Là où il y a le moins de films, c'est des animaux victimes. De toute façon, ça se voit, même moins de films dans ces tableaux parce qu'il y en a moins. Et après, au sein des films, tu m'as dit le nombre, quand ils attaquent, c'est plus solitaire ou en groupe. En fait, ça dépend. Si c'est des petits animaux, il va y en avoir énormément. Par exemple, il y a un film Piranha, c'est plein de piranhas, ils sont plus petits, donc il en faut plus. Pour tous les films avec des mégalodons et tout qui sont assez à la mode en ce moment, il va y avoir un gros animal. Mais en fait, il y a ce truc de soit l'animal va être très très gros et du coup on ne peut pas le gérer parce que l'animal est très gros, soit c'est l'animal est petit mais il y en a tellement qu'on ne peut pas le gérer. Donc voilà, c'est genre une perte de contrôle différente. Est-ce que dans la considération différente des espèces, est-ce que tu as pu voir si on avait vu une évolution dans ces catégories-là, savoir si les animaux tueurs sont plus des animaux sauvages, ou si est-ce qu'il y a une évolution dans le cinéma ou pas? Oui, alors du coup, c'est un peu la question qui m'a posée devant, mais du coup, pas vraiment. Enfin, je veux dire, quand je vois qu'il y a des films encore comme Sous la Seine, là, qui est sorti il y a pas longtemps, avec un giga requin dans la Seine qui va venir tuer tout le monde, ici, il n'y a pas tant d'évolution, et en même temps, les gens vont voir un film d'horreur pour avoir peur, quoi, donc ils s'en foutent qu'il y ait un comportement qui soit cohérent à l'écran ou ce genre de choses. Mais bon, je pense que ça cause quand même toujours du tort aux animaux. Donc, je ne vois pas spécialement d'évolution, mais il y a quand même des petites surprises comme Merlin, par exemple, que j'ai trouvé vraiment bien, qui arrivait à faire peur. Il y a vraiment une bonne morale à la fin. Donc, voilà, il y a des petites surprises de temps en temps. Et deuxième question, c'est juste par rapport, quand tu disais aux fractures liées à l'instabilité du personnage qui tue un animal, on voit aussi beaucoup ça sur tous les films de serial killers. Notamment, est-ce que c'est le même processus qui est mis en place, mais là, on voit différents animaux dans ce processus. Pas forcément. Dans les films serial killers, alors ça, je pense que ça a été beaucoup popularisé avec des études qui font le parallèle entre les violences contre les animaux et les violences envers les humains. Donc, c'est un truc qui a été énormément exploré. Et les violences contre les animaux sauvages, c'est assez rare quand même d'en voir. Sauf si c'est vraiment des petits animaux qui peuvent rien faire, donc des souris, ce genre de choses, quoi. Mais sinon, il y a aussi pas mal de violences contre les animaux domestiques. Et souvent, on voit quand même que c'est pas filmé de la même façon parce que les violences contre les animaux domestiques, c'est fait pour qu'il y ait un moment émotif dans le film. On se dise, mais waouh, mais quelle ordure! Alors que les animaux sauvages, les animaux de rente, ce sont des violences qui sont plus communément présentes dans une société. On va plus se dire, ah, c'est dégueulasse, que se dire, ah, c'est violent.
sur l'évolution en tout cas. Est-ce que tu trouves que, par exemple, ça vient un peu sur toi, c'est pas mon cas par exemple, il y a une évolution aussi en termes de comment on voit l'animal, etc. Ou... Je ne saurais pas du tout te dire, mais ce que je trouve intéressant en fait dans comment on représente les animaux dans le cinéma, je trouve que c'est hyper important parce que nous ici on est une salle de biologistes globalement, la majorité. On a potentiellement fait de l'équitation, on a un chat à la maison, enfin voilà. On est fréquemment en contact avec des animaux. Il y a énormément de chiens, il y a énormément de gens. Leur seul contact. Quoi? Il y a énormément de gens. Le seul contact qu'ils vont avoir avec les animaux, ça va être de croiser un chien dans la rue, etc. Et je trouve que le film, c'est un bon moyen de faire en sorte que quelqu'un se pose pendant genre 1h30, 2 heures et ait un contact privilégié avec un animal. Parce que dans les films d'horreur, on a des animaux personnages, par exemple, on va vraiment faire en sorte que le spectateur, la spectatrice, ait ce lien d'affection avec un animal. Donc c'est une manière de se projeter avec lui. Et du coup, c'est d'autant plus important d'avoir un présentement qui est bien représenté parce que ça va aussi, après pour la personne, c'est tout cool. Parler des côtés anthropocentrés de certains comportements, mais est-ce que sur des serial killers ou des histoires de présentation, tu n'as pas aussi observé des choses, des traits qui sont un petit peu animalisés en fonction de certaines espèces, notamment il y avait des carreaux, tout ça. Est-ce que là, il y a un peu aussi. Oui, totalement. Dans les comportements représentés et dans la manière de filmer, souvent les serial killers, on va avoir des scènes assez frappantes où on va filmer en très gros plan. Et en fait, filmer en très gros plan, ça te fait oublier que c'est un humain presque. Et juste, tu vois un œil, tu vois des poils, tu sais, ce genre de choses. Et c'est pour vraiment faire le parallèle avec un animal, quoi. Et donc, il y a vraiment ce côté voilà, déshumanisant pour la personne qui tue, ou en tout cas animalisant pour la personne qui tue. Ouais. Je sais que tu as pu voir cette méthodologie-là dans d'autres usages, dans les vidéos. Oui, dans les jeux vidéo, ouais, bah, du coup, je ne dis pas beaucoup de livres d'horreur, les jeux vidéo d'horreur, j'aime bien aussi. Et ce qui est hyper flagrant dans les jeux vidéo d'horreur, c'est que tu te balades un peu, tu vas tomber sur un cadavre d'animal de rance, classique, c'est vraiment le décor de base. Ouais. Je ne sais pas si je Ok, merci. Merci à tous et on s'excuse pour tous les problèmes techniques. Des questions dans le chat. Et du coup, merci à tous d'être venus. Vous pourrez nous retrouver aussi sur notre chat sur Kidno. Plus va écrire. N'hésitez pas si vous avez des questions sur l'écologie en général. Ouais, c'est ça. Vous serez amené à nous revoir aussi. Bonne soirée. Je vais pas regarder. Allez. Très bien, ça parle aussi maintenant de comportements animaux. Vraiment, tout le film, c'est sur les comportements animaux. Vraiment, je te conseille. Ok, Si ça ok. t'intéresse, Ah, trop bien. Ok, je regarderai ça. c'est vraiment sur l'humain et la.